passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleimani. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui continue de prendre le train pour aller à la rencontre d'altérités nécessaires. Dans le cadre du Festival de la Bâtie à Genève, le spectacle Nowhere, écrit et interprété par Khalid Abdallah, a été présenté pour la première fois avec des surtitres en français. Nowhere n'est ni une confession ni un monument, mais une antibiographie, une écriture cynique qui tisse voix, images et temporalité disjointes pour interroger notre rapport au présent, à la mémoire et à l'action. Seul sur scène, Khalid Abdallah transforme l'intime en une cartographie politique, de la place Tahrir aux violences les plus récentes, et interroge cette question, comment vivre et agir dans un monde en crise. Nous avons eu la chance de le rencontrer pour Le Beau Bizarre. Bonne écoute à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Le Beau Bizarre. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de Nowhere, un solo qui n'est ni confession ni monument, mais une antibiographie, un geste qui rejette la linéarité rassurante du récit afin d'embrasser les ruptures de la vie et de l'histoire. Seul sur scène, vous transformez l'intime en une cartographie politique, la place Tahrir et ses suites, les contre-révolutions, les survivances coloniales, l'écho des soulèvements ailleurs, jusqu'aux violences les plus récentes. Pourtant, Nowhere ne se contente pas de raconter, fabrique une forme, un tissage de voix, d'images mentales, de temporalité disjointe, afin de poser deux questions essentielles. Comment on en est arrivé là et comment à partir d'ici on peut retrouver une capacité d'agir. Ouais, vraiment facile tout ça, non? Ce ici que vous explorez n'est pas seulement un lieu, c'est une position politique, morale et sensible, et votre écriture cynique met à l'épreuve les mots mêmes de mémoire, de responsabilité et d'attention. Elle appelle un théâtre qui expose autant qu'il accueille, qui fait de la place pour la fragilité, pour le doute, pour le courage de regarder. C'est vraiment intéressant de vous entendre dire tout cela et j'imagine quelqu'un qui écoute, je l'imagine se dire « Vraiment, tout cela paraît impossible. Comment peux-tu faire tout ça dans une seule pièce en 90 minutes ?» Même si, en fait, je pense que la description que vous avez partagée est non seulement exacte, mais elle me touche beaucoup parce qu'elle est une grande partie de ce que j'essaye de faire. Et ce qui est intéressant pour moi, et dans le parcours de création de la pièce, c'est que si elle fait toutes ces choses dont vous parlez, c'est parce que l'intranquillité en jeu est une intranquillité intime que j'ai dans ma manière de vivre, qui existe à l'intérieur de mon identité, qui existe dans la façon dont on me voit et qui existe en relation avec l'aliénation que je ressens. Ce que nous appelons le monde réel ou le monde normal insiste, vous savez, insiste à forcer certaines choses à devenir cachées ou à paraître impossibles, ou à vous forcer dans des positions qui vous semblent inauthentiques. Et j'ai créé cette pièce, Nowhere, comme un espace où tout cela pourrait exister, qu'il s'agisse de ses multiplicités, de ses résonances, de ses histoires. Et donc, étrangement, j'espère que lorsque vous voyez la pièce, si vous voyez la pièce, vous vous dites « Oh, waouh, ça semble normal ». Et la vérité, c'est que c'est en quelque sorte normal. Nous existons tous avec ces psychologies légèrement fracturées, quel que soit votre parcours. Quand vous vivez dans un monde en crise, ce monde en crise vit en vous. Et quand vous vivez dans un monde en crise et que vous devez vous comporter comme si tout cela était normal, alors la pression peut devenir sévère. Et quand vous vivez dans un monde où il y a un génocide et qu'on est censé poursuivre sa journée comme s'il n'y en avait pas, et où est-ce que ça va tout cela? Et où est-ce que tout ça se rassemble-t-il?
Et donc, en faisant la pièce Nowhere, j'essaye aussi de créer un espace d'appartenance pour tout cela. C'est pourquoi elle se déplace de cette manière intranquille, et le défi était d'en faire une expérience théâtrale. Ce qui, vous savez, j'espère, est le cas pour ceux qui la voient. Ouais, c'est drôle. Et c'est intéressant aussi à cause de cette différence entre... Donc hier, c'était la première représentation à Genève, la première fois en français. La première fois en français. Vous n'avez pas joué en français? Non, je ne le fais pas. C'était seulement scripté. Je ne le fais pas, mais il y a maintenant un tout petit passage que ici j'ai décidé de faire en français. La traduction de Nowhere en français, c'est nulle part. Et nulle part a des résonances très différentes de Nowhere. Parce que l'une des choses intéressantes en anglais, c'est l'idée de now and here, maintenant et ici. Et quand on commence à jouer avec les mots and here et now, quand on les renverse, par opposition à nulle part, que j'aime aussi parce que c'est tellement définitif pour moi. Vous savez, ça sonne vraiment très... Ouais, quand des parts de vous n'ont pas vraiment de place, alors vous glissez toujours dans des directions différentes. C'est intéressant, oui, et j'espère que nous parlerons aussi de ce geste, comment écrire et performer ce nowhere, et de ce que l'art peut encore peut-être faire dans un monde saturé d'histoire, mais privé de formes justes. Mais peut-être une première question, nowhere commence par here, ici. Où est ce ici pour vous aujourd'hui, géographiquement, politiquement et intimement? Eh bien, l'ici dont je parle dans la pièce, l'une des choses vraiment importantes dès le début, j'accueille le public et immédiatement, ce que j'essaye de faire, je désigne aussi les portes. Et puis il y a ce moment où les portes sont fermées. Et à la fin de la pièce, le public ressort par ces portes et je fais référence à ces portes. Et je commence à invoquer très tôt dans la pièce l'idée de nowhere en relation avec cette idée de where, où. Maintenant, il y a des endroits dans le monde aujourd'hui où nulle part est sûr pour certaines personnes. Et quand nulle part n'est sûr pour certaines personnes, où qu'elles soient, je crois que leur nulle part existe aussi pour nous. Il entre dans notre monde, disent-ils, de manière intime, qui crée une charge autour du dissible, une charge autour du pensable. Et donc ce que nous pouvons découvrir ensemble. Et que ce nulle part existe toujours. Il est ici. Une partie de ce que j'essaye de faire dans la pièce, c'est d'invoquer ce que j'appelle des fantômes politiques, qui sont toujours présents, mais que collectivement, pour une raison quelconque, nous décidons d'écarter et de traiter comme s'ils n'étaient pas là, afin que nous puissions poursuivre notre journée sans être constamment déconcertés par ce sentiment. Mais bien sûr, il arrive un moment où cette crise atteint un point en vous, qui que vous soyez, où vous ne pouvez plus. Et donc pour moi, ici, maintenant, à un certain niveau, c'est une sorte de décision. À quoi vous choisissez de vous accorder ? Je suis constamment entre les deux. Je comprends comment vivre dans ce monde de la même manière qu'il semble que tout le monde le fasse. Mais je ne peux pas sortir de mon esprit l'idée du génocide qui se déroule depuis 2 ans. Et de même, cela renvoie à mon expérience révolutionnaire. Dans mon expérience révolutionnaire, vous êtes dans un monde où, une semaine auparavant, les gens disaient qu'il était impossible qu'il y ait une révolution. Et soudain, vous êtes dans une situation, c'était en 2011 bien sûr, où des millions de personnes sont dans les rues, il y a une révolution, et les gens se réalignent complètement pour vivre pour ce moment et pour cet avenir. Puis 1 an ou 2 plus tard, c'est le cas de l'Égypte, 2 ans plus tard, vous avez une contre-révolution qui fait complètement apparaître toute cette révolution comme si elle avait disparu. Et là, vous vous dites, attendez, mais c'est arrivé, je ne suis pas fou. Et alors cette question à l'intérieur de vous, comment vivre pour un futur qui n'est pas toujours visible dans l'ici et le maintenant. Et j'essaye de vivre aussi aligné que possible avec cet avenir que je sais venir et dont je crois qu'il viendra. Mais c'est un endroit très difficile où vivre. Pensez même aux 2 dernières années, ou à ce moment présent en relation avec la prise de conscience du génocide en Palestine. L'une des choses très frustrantes, si vous êtes actif à ce sujet, c'est que c'est très difficile, vous savez. La vérité, c'est que ce que nous avons fait au cours des 2 dernières années n'a pas arrêté le génocide, et ne l'arrêtera probablement pas, parce que, vous savez, cependant, ce que nous avons accompli et accomplissons, c'est de préparer le terrain pour le changement de conscience qui se produit maintenant,
et qui, j'espère, si nous pouvons y rester fidèles au cours des 10 prochaines années, aboutira aux changements massifs nécessaires, pour lesquels il a fallu 77 ans de Nakba pour en arriver à ce point, afin de rendre possible ce changement. Donc vous vivez pour l'avenir dans le présent, tout en ayant une forme de loyauté envers le réalignement du passé. Et c'est pourquoi il y a pour moi ce glissement constant. On réhabilite des versions du passé au service du présent, afin qu'ils puissent être mis au service du futur. Et c'est ainsi que j'essaye de vivre dans l'ici et le maintenant. Et bien sûr, c'est à la fois psychologiquement et pratiquement difficile. Mais c'est aussi pourquoi, dans la pièce, l'une des lignes narratives très importantes pour moi est ma relation avec mon ami Eilem, qui est malheureusement mort d'un cancer du pancréas, mais qui, dans la dernière année de sa vie, a vraiment affronté la question « Comment vis-tu si tu ne peux pas tenir l'ici et maintenant pour acquis ?» Je l'ai vu, pendant son traitement à Paris, vivre chaque jour d'une manière qui a défié ma propre façon de vivre ma vie en tant que personne qui n'était pas malade et sur le point de mourir. Et je le regardais en me disant « Pourquoi ne vis-je pas avec cette intensité ? Ou pourquoi je ne vis pas avec cette ouverture et cette part de jeu aussi ?» Et c'est quelque chose que j'essaye d'aligner et de réaligner dans la pièce. Tu peux vivre ta vie maintenant d'une manière qui est déjà morte. Ou pour le dire un peu plus finement, ce n'est pas toute ta vie, parce que personne ne fait ça et je ne me permettrai pas de le dire de qui que ce soit, mais il y a des parts de nos vies, certainement, où il y a une sorte de décision par laquelle tu ne vis pas vraiment, tu survis. Et il y a une grande différence entre les deux. Hello, good evening and welcome. Thank you for being the wonderful people crazy enough to want to buy a ticket to nowhere. If you're someone who's been brought along and only just discovered that the show is called Nowhere, you might be curious why someone would call somewhere nowhere. And the truth is, it's the best name I found for this space we're in now. Already appearing more intensely as we shut the doors, and which I hope to explore with you over the next 80 minutes or so. It's a space I've reached as the world moves from crisis to crisis to crisis, and I eventually reach a point where, for me, the stakes have become too high to remain simply as I am out there. So this shared space is my nowhere, and I'm going to try and go places with you that we often don't out there, in the hope that it might unlock something for us both. Now this nowhere is safe, or hopes to be. C'est très intéressant cette idée du temps parce qu'il y a aussi dans la pièce l'idée d'antibiographie. Pourquoi revendiquer cette antibiographie ? De quoi ce refus de la ligne droite vous protège-t-il et qu'est-ce qui vous permet de faire sur scène ? À un niveau très simple, je n'étais pas intéressé par faire une pièce sur moi. J'ai une énorme résistance à cette idée. Vous voyez, aussi mon expérience de la vie en général. J'ai l'impression que le monde fabrique des options très tranchées sur qui je peux être. J'aimerais pouvoir être une personne différente de celle que le monde m'oblige constamment à être. Il me regarde d'une certaine manière qui crée certaines possibilités. C'est, pour faire très simple, en tant qu'acteur, n'est-ce pas ? On me regarde et j'ai été diplômé de l'université en 2003, juste après le 11 septembre et l'année de la guerre en Irak. La façon dont on me regarde crée les opportunités de qui je peux être en tant qu'acteur, mais cela existe dans toutes sortes d'autres sphères de la vie. Et je suis aussi, vous savez, essentiellement socialiste. Et quand vous regardez tout cela aussi par une position structurelle marxiste, vous comprenez que la manière dont le monde est structuré crée la possibilité de qui vous pouvez être à l'intérieur, par opposition à cette version néolibérale de l'histoire qui est toujours à propos de moi et de comment j'ai surmonté l'adversité, pourquoi ce que je suis capable de faire.
Je veux dire, cette position a une validité aussi, parce que vous existez dans le monde et vous faites ce que vous faites. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Et c'est assez incroyable quand vous commencez à la regarder par l'autre prisme, un peu comme le cube que l'on peut voir d'un côté ou de l'autre. Quand vous la regardez de l'autre côté, je commence à me poser la question, comment ai-je été créé? Et où démêlez-vous qui je suis? Vous écoutez ma voix. Et quel visage imaginez-vous si vous ne connaissiez pas mon nom? Comment démêlez-vous cela? D'où cela part-il? En lien avec l'histoire coloniale? En lien avec la Grande-Bretagne et l'Égypte? Ou cela se relie-t-il peut-être au moment où je découvre, en allant dans mes histoires familiales, que, d'accord, mon père était prisonnier politique dans les années 70, ce qui l'a conduit en Irak, puis 2 ans plus tard, il y a eu les émeutes du pain en Égypte, parce que Sadat avait signé un accord avec la Banque mondiale qui stipulait des mesures d'austérité, une dérégulation néolibérale, ce qui signifiait que pour lui, parce qu'il était connu comme fauteur de troubles, s'il était revenu en Égypte, il serait allé directement en prison depuis l'aéroport et très probablement, il n'y aurait pas eu de moi. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas cette conversation. Ce qui veut dire que je suis profondément un enfant du néolibéralisme d'une manière très profonde. Alors si c'est le cas, vous vous dites, mais qu'est-ce que le néolibéralisme au juste ? Et puis vous ne pouvez pas, la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens se disent, le néolibéralisme, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. Et même chez les universitaires, on vous dira, eh bien c'est parce que le néolibéralisme n'est pas vraiment très clair quant à ce qu'il est, c'est beaucoup de choses différentes. Mais il y a des choses que nous savons, des régulations, etc., blablabla. Mais fondamentalement, c'est la forme de capitalisme qui a dominé au cours des 40 dernières années, qui a créé ce monde d'accumulation massive de richesses, de déficit massif de démocratie, des entreprises bien plus puissantes que les gouvernements et des gouvernements devenant subordonnés à l'idée de la puissance du capital. Et vous finissez par exister dans cette version du monde où nous sommes, où graduellement le déficit démocratique devient énorme dans chaque pays, pas seulement dans les anciennes colonies, mais en Europe continentale et aux États-Unis, avec cette inégalité massive, parce que pour moi le néolibéralisme est le grand moteur de l'inégalité. Vous vous retrouvez avec ce monde en crise que nous avons. Partout dans le monde, les classes ouvrières d'une forme ou d'une autre sont déconcertées quant à la raison pour laquelle leur existence devient si difficile. Et cela tend à profiter à l'extrême droite. Bref, c'est une manière un peu longue de dire « D'accord, alors comment suis-je créé ?» Et puis je fais face à ces crises et en tant qu'arabe, ma vie entière est confrontée au massacre implacable de corps arabes comme une normalité. Cela crée qui je peux être. Soit je décide, je vais simplement ignorer ça, what the fuck, soit je suis en relation avec ce monde qui me crée, qui crée mes choix et cadre qui je suis dans le monde. Donc je préfère de loin le cadrer comme une antibiographie, le cadrer comme quelque chose qui questionne toute cette idée de comment narrer qui nous sommes en tant qu'individus et de le tourner parce que c'est vraiment vers le collectif. Parce que je crois aussi que c'est dans ce sens collectif de ce que nous sommes, de qui nous sommes et de la manière dont nous appartenons, non pas en nous réduisant à une unité unique, mais en nous tournant vers des unités collectives, qu'il y a la possibilité d'une plus grande libération. Parce que dans cette unité individuelle, il y a une solitude profonde, et la solitude est un affect politique très démobilisant. Mais quand est-ce que vous utilisez je et quand est-ce que vous glissez vers le nous? Eh bien, je ne sais pas. Vous voyez, c'est glissant. C'est un problème. Et j'ai toujours ce problème parce que vous ne pouvez pas présumer que les gens tiennent la même position que vous ou que vous êtes comme eux. Et bien sûr, il y a cette individualité profonde. Mais c'est intéressant, il y a quelque chose dans la vulnérabilité que je ressens comme vraiment important là. Et ce vieil adage, plus c'est personnel, plus c'est universel. C'est pourquoi dans la pièce, je pense que l'un des gestes très importants, c'est la vulnérabilité. J'essaie constamment d'aller vers des territoires qui sont en fait assez durs à atteindre sur un plan personnel et sur scène. Mais il y a quelque chose de très responsabilisant et j'espère que cela crée une forme de générosité dans la salle. Je ne sais pas où passent les frontières du jeu et du nous. Je peux vous dire où, d'une certaine manière, pas les frontières, mais je suppose que le premier point,
c'est que cela dépend de la manière dont vous commencez à définir le jeu. Je suis quelqu'un qui pense vraiment le jeu aussi comme ayant de nombreuses parts. Et même quand je parle à quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, ou qui semble en désaccord avec moi, j'essaie de parler à la part de lui qui, dans le futur, est peut-être d'accord avec moi, ou par laquelle nous nous rapprochons, en faisant confiance aussi au fait que notre sens de l'identité est bien plus glissant que le sens de qui nous pensons être. Et c'est pourquoi la chaleur en général est très importante pour moi, et l'écoute aussi, parce que c'est là, à travers les autres, que vous vous trouvez, et c'est en mouvement, d'une certaine manière. The people demand the downfall of the regime. I first shouted these words on January the 28th, 2011, in a crowd full of hundreds of thousands of people marching to take over Tahrir Square in Egypt. To enter the feeling of a revolutionary moment, you need to understand the depths of collective penury people were feeling before it erupted, the suffocation and the absolute certainty of no future, while you live an unbearable present. The spark came in Tunisia. Mohammed Bouazizi, a poor street vendor already in debt, had his goods confiscated by police, and then he was harassed and humiliated, so went to complain at the governor's office where he was refused entry, and so called out, "Wallah la nahrak ruhi kem ma qablunish." I will burn myself alive if you don't see me. And so then, out on the streets, with the words, how do you expect me to live? Comment vous avez mis en scène 2011 et ses suites? Quel est le bon équilibre entre mémoire vécue, réflexion critique et partage avec le public? Comment tout cela peut se traduire sur scène? Well, 2011 lives with me all the time. Eh bien, 2011 vit avec moi tout le temps, et c'est intéressant en relation avec l'histoire de la pièce et son élaboration. D'une certaine manière, la pièce commence vraiment comme ma manière de traiter. C'est un travail qui traite mon expérience de 2011. Et de façon intéressante, nous avons eu la première, enfin elle a été développée, vous savez, le processus de développement. Donc en résumé, je ne suis pas très bon en résumé comme vous pouvez le voir, mais la productrice de la pièce, Kate McGrath, m'a demandé en 2013-2014 si j'avais une pièce en moi. Et je lui ai dit, eh bien, pas maintenant, mais peut-être. Je suis revenu à Londres le lendemain du Brexit, j'ai vécu cela, vous savez, puis Trump est arrivé au pouvoir et j'ai vécu cette espèce d'écho étrange de ce qui se passait en Égypte, se passant au Royaume-Uni, puis à travers l'Europe avec la montée de la droite et sa résonance avec la montée de la contre-révolution. J'ai eu mon premier enfant, puis mon deuxième, et je me suis réinstallé à Londres, puis est arrivé la Covid, puis George Floyd a été assassiné, moment où mon corps a dit « si ce n'est pas maintenant, alors quand ?» Et j'ai écrit ce qui est devenu la première version de la pièce en 2020, puis est venu un processus de développement. Et ensuite, le premier vrai atelier complet en présence de tous les collaborateurs a eu lieu en septembre 2023. Et 2 semaines plus tard, le 7 octobre est arrivé. Et la pièce avait toujours inclus la Palestine, il y avait toujours des passages à ce sujet, mais elle était alors prête à les incorporer comme réponse, à la fois depuis ma vie et dans la pièce. Et le point, c'est que pour moi, en relation avec l'identité arabe, sont 2 pôles immenses de ce que c'est que de lutter autour des aspects de l'identité arabe. D'un côté, vous avez 2011 comme un pôle positif, un geste vers l'avenir, et de l'autre, vous avez la crise autour de la Palestine et ce génocide, et quelque part entre les deux se trouve ce qui résonne dans ma pièce. Et pour moi, 2011 est quelque chose vers quoi je dois revenir et que je dois recréer dans les circonstances de la pièce afin de pouvoir commencer à être vu et reconnu.
2011, pour moi, c'est pas seulement l'année de la Révolution ou de ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, etc. C'est une relation avec toute l'histoire des luttes de libération dans la région qui ramène à mon père emprisonné politique, qui ramène à mon grand-père emprisonné politique, qui ramène à la relation de ma famille avec l'occupation britannique de l'Égypte et ses trajectoires. Et je suppose que l'un des défis dans la création de la pièce était que je ne voulais pas faire une pièce où vous êtes simplement en train d'expliquer. Vous savez, c'est très souvent la position dans laquelle on vous place en tant qu'autre, faisant une pièce dans une langue et un pays qui ne sont pas les vôtres. Et donc une partie du parcours de la pièce, même dans sa structuration dramaturgique, c'est de vous amener à témoigner d'aspects de mon expérience en tant qu'arabe égyptien ayant grandi au Royaume-Uni, né à Glasgow, vivant à Londres, avec cette identité, mais d'une manière qui, je ne sais pas, peut-être juste d'une manière que j'accepte. Je ne sais pas si c'est ce qui fait sens. Et quand vous êtes sur scène, est-ce qu'il y a un moment où you felt the audience shift with you? Pour être honnête, dès le début, mais il y a plusieurs étapes différentes. Et aussi l'une des choses qui se passe dans la pièce, ce qui est vraiment important, c'est cette danse entre l'obscurité et, vous savez, les choses émouvantes qui pourraient vous faire pleurer, et l'humour soudain comme relâchement, et aussi en relation avec cela, ce qui renvoie encore à mon amitié avec Aylem, mais aussi ce glissement entre... Parce que, vous savez, peu importe l'obscurité, il y a toujours de la joie. Il y a toujours de la place pour le rire, et d'une certaine manière, s'il n'y a pas ce rire, alors quelque chose manque. Et inversement, si vous avez du rire d'une manière qui nie l'ampleur de la douleur, cela peut être encore plus douloureux. Et donc j'essaye dans la pièce de me déplacer entre ces deux pôles. Et je pense que c'est aussi une partie de ce qui développe de plus en plus une forme de confiance, et cela va avec la vulnérabilité. Je ne sais pas, c'est un peu comme vous découvrez ces choses en avançant, en essayant de faire quelque chose qui, j'espère, fonctionne, alors que tout le temps où vous l'écrivez, vous pensez « ça ne marchera jamais ». C'est très intéressant parce que, je veux dire, la singularité du théâtre, parce que vous venant du cinéma, ce n'est pas la même sensation avec le public que vous pouvez avoir directement quand vous jouez. La chose fondamentale pour moi, sur pourquoi c'est une pièce et pas un film, c'est que je veux rassembler les gens dans un espace et aussi que je veux être dans un espace avec d'autres personnes. Encore une fois, cela renvoie à cette question de solitude dont je parlais, parce que les idées dans la pièce, oui, vous pourriez les regarder sur un ordinateur portable, ou dans vos oreilles ou sur un écran, mais ce que vous ne pouvez généralement pas faire, c'est vous rassembler dans un espace avec d'autres personnes, voir à quoi elles ressemblent, sentir l'énergie de la manière dont elles pleurent et rient autour de ces idées, qui dans cette partie du monde occidental, ou quel que soit le nom qu'on va lui donner, ont été en général réduites au silence, ont été rendues impossibles à dire. La Palestine, ces soi-disant questions gênantes dans l'espace. Et donc j'insiste pour les avoir dans l'espace. Et aussi pour revenir à votre question d'avant sur 2011, il y a cette autre chose, je ne peux pas jouer cette pièce en Égypte. Cela fait aussi partie de son nowhere. Si je devais la jouer en Égypte, ce serait une pièce différente. Mais je ne peux pas la jouer en Égypte. Ça me mettrait en prison et ça mettrait les spectateurs en prison. Parce qu'on n'a pas le droit de se rassembler, on n'a pas le droit d'avoir cet espace d'appartenance. Donc si vous ne pouvez pas la voir ici, où est-ce que vous pouvez la voir ? Vous pouvez vous tourner vers l'idée de nulle part. Alors vous construisez cet espace où vous pouvez être. Et pour moi, cela devient un acte d'incarnation. Et vous ne pouvez pas vraiment faire cela avec le cinéma. Ou alors avec le cinéma, il faut le faire d'une autre manière. Et pour moi, peut-être qu'il y aura une version film de ceci à l'avenir, mais c'est un contrat différent. Et donc, une des choses intéressantes avec les publics en général, quand ils viennent voir la pièce, c'est que très souvent, à la fin, ils ne veulent pas partir. C'est vraiment intéressant. Les gens veulent rester dans le bâtiment et parfois, ils veulent rester dans le théâtre. Je pense que c'est pour avoir la possibilité d'être ensemble, mais aussi parce que nous avons créé quelque chose de rituel ensemble. Vous voyez ? Je veux dire, c'est comme n'importe quel rituel. Après coup, l'espace est chargé. Êtes-vous prêt à partir ? Vous ne dites pas juste « bon, je m'en vais, j'ai fini ». Vous pensez que les rituels manquent aujourd'hui ?
Ça dépend de qui vous êtes, mais oui, je pense que pour moi, quoi qu'il en soit, le théâtre à son meilleur est une forme de rassemblement rituel profond dans sa forme ancienne. Vous savez, c'était vraiment cela, par opposition à, et j'apprécie cela aussi, mais par opposition à une forme de divertissement où vous regardez, et puis d'accord, je peux rentrer. C'est presque comme si cela vous aidait à continuer dans ce monde plutôt que de vous rassembler pour dire « qu'est-ce que ce monde ?» Et donc de retourner dans ce monde et de vous dire « d'accord, alors qu'est-ce que je veux lui faire ou comment je veux y être ?» Et c'est ce que j'essaie de faire ici. Et je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense qu'à la manière grecque antique ou autre, c'était vraiment cela, se rassembler et se confronter au traumatisme du moment, mais pouvoir les voir différemment. Et donc retourner au monde et se dire « d'accord, alors qui suis-je ? Qui sommes-nous » Who are you? Where are you? Land, borders, movement. First time in Egypt, 2 years old. Father held overnight. 4 hours, 6 hours, 2 hours, 4 hours. Around the age of 4, I'm allowed to cross the line to give him a bottle of water. Why does your father do these things? When I turn 18, it starts for me. 1 hour, 2 hours. Comment inscrire le présent le plus brûlant sans qu'il absorbe la pièce? Quel garde-fou éthique ou formel vous êtes donné? Je ne sais pas, c'est comme la vulnérabilité, encore une fois, pour revenir à ce mot, vulnérabilité. Quand vous avez une relation honnête avec elle, vous savez, ou que vous cherchez une relation honnête avec elle, elle devient une forme de force. Si je suis à l'aise avec ces choses, cela vous aide à devenir, ou aide le public à devenir à l'aise avec ces choses. Et cela vous rend aussi moins vulnérable aux attaques, parce que vous êtes à l'aise. Quoi que dise quiconque, je sais ce que je ressens à propos de telle chose. Plutôt que d'opérer dans un espace de honte qui vous rend très vulnérable aux vraies attaques et vous oblige à vous sentir sur la défensive autour des choses. Peut-être que l'idée est aussi que peut encore signifier le mot paix à l'intérieur d'une dramaturgie du conflit. Ah, eh bien, vous n'avez pas vu la nouvelle fin. Vous avez vu la captation et pas encore la pièce sur scène, oui, parce qu'il y a une nouvelle fin par rapport à celle que vous avez vue. Donc vous avez un autre sentiment aussi à cause de l'évolution des choses. Mais, eh bien, pour le dire autrement, l'un des grands... Donc c'est intéressant. J'ai joué la pièce pour la première fois en octobre. La première fois qu'elle a été créée à Londres, c'était en octobre 2024, ce qui n'était pas intentionnel. Et c'était évidemment l'anniversaire du 7 octobre. Et en y allant, nous pensions, bon, sûrement les choses ne continueront pas. Et bien sûr, elles ont continué. Et maintenant, nous arrivons au 2e anniversaire et elles continuent encore. Et la fin de la pièce est un espace où, pour moi, j'essaie, pour moi et pour le public, d'être sur la falaise du disciple, d'aller aussi loin qu'il est possible d'aller. Maintenant que tout le reste a été dit, où pouvons-nous aller ? Et je viens de jouer la pièce à Édimbourg, c'était la première fois que je la rejouais. J'étais inquiet en la rejouant que j'ai l'impression de revenir à quelque chose qui n'avait plus vraiment de valeur, plutôt que d'aller de l'avant avec quelque chose qui me donnait encore de la valeur à moi et aux spectateurs, parce que cela nous faisait encore avancer. Et il y a des aspects de la pièce, tels que je l'ai construite, que je réécris à chaque fois si nécessaire ou que j'ajuste. Et une grande partie de cela concernait la fin. Quand j'ai joué la pièce pour la première fois, nous étions dans un monde où dire le mot génocide dans un théâtre pouvait entraîner sa fermeture ou créer une tension extrêmement forte. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ce mot n'est plus vraiment controversé et où le monde est maintenant en train d'affronter le mot sionisme. Étrangement, ce mot peut à lui seul être le plus chargé parce que nous entrons maintenant dans le monde et dans la blessure qui existe autour des questions de définition de l'antisémitisme et des idées de à qui appartient le plus jamais ça. Et cela revient à cette question qui est au cœur de la pièce pour moi. Si je devais vivre chaque jour en sachant que ce pourrait être le dernier, que ferais-je, que dirais-je et comment pourrions-nous être différents ? Si nous sommes dans un monde de crise écrasante et que nous le reconnaissons,
Alors qu'est-ce que cela nous demande comme position de courage en relation avec les actes de parole ou les formes collectives d'être ensemble et de travailler ensemble? Et donc la pièce elle-même m'a aussi donné avec le temps plus de courage. Je suis une personne très active dans le mouvement de solidarité avec la Palestine au Royaume-Uni et ailleurs. Et j'ai fait différentes choses sur les tapis rouges, j'ai été l'un des premiers très tôt et une partie de cela venait pour moi de ma relation avec la pièce, pour essayer de vivre fidèlement aussi à ce qu'elle m'encourage à être et à qui je veux être en relation avec elle. Je ne veux pas avoir écrit ces choses, dit ces choses et ne pas les faire dans ma vie. Et donc chercher, et c'est là que se pose la question du disciple, et peut-être que c'est aussi ce dont vous parliez, la vulnérabilité et ses dimensions éthiques. Vous savez, la censure dans cette partie du monde fonctionne très différemment de la censure dans le monde arabe. Et l'autocensure et ses questions sur ce qui est disciple ou pas, et la manière dont ce qui n'est pas disciple ou qui est rendu silencieux et gênant démuni, prive de ressources la pensée collective et l'être collectif autour d'autres futurs possibles. Donc c'est une partie de là où j'essaie d'aller dans la pièce, et c'est une grande partie de ce que j'essaye de faire avec la fin à chaque fois que je la joue. Et c'est un défi vraiment intéressant, un espace, encore une fois, parce que, encore une fois, la pièce est à un certain niveau toujours une question d'espace. Je veux dire littéralement, quand vous êtes dans une révolution, vous savez, c'est en français, non? Donc, comme c'était une des choses vraiment, comme vous savez, la mort de Danton de Büchner. L'une des choses fascinantes à ce sujet, quand je le lisais, parce que je me suis retrouvé bizarrement, je faisais une pièce, j'ai fait une pièce radiophonique de cela juste avant que la révolution n'arrive en Égypte, et c'était cette chose vraiment étrange, et donc j'y suis revenu. Et bien sûr, l'une des choses simples et évidentes qui s'y passe, c'est que les gens se réunissent constamment à l'intérieur de leur maison. L'infrastructure littérale de comment se réunir et où se réunir n'existe pas. La raison pour laquelle vous finissez dans l'espace extérieur, c'est parce qu'il n'y a pas encore d'espace intérieur qui vous appartienne. La raison pour laquelle vous êtes dans un sit-in, vous savez, c'est parce qu'il le faut. Il y a toutes ces choses, ce sont des espaces littéraux. Et puis quand cet espace disparaît, je veux dire littéralement aujourd'hui en Égypte, si vous arrêtez à Tahrir, il y a des chars tous les vendredis, il y a des voitures de police pour vous empêcher de pouvoir y être. Et ce sens littéral a un sens figuratif en termes de vous, en termes de comment vous vivez votre vie et de ce que vous dites et de ce que vous ne dites pas. Et donc la pièce, pour moi, crée cet espace où je peux respirer dans ces pensées et réfléchir à elles, et réfléchir aussi à comment je les dirais dans l'espace, dans une salle qui n'est pas juste une salle. C'est un théâtre qui a une relation avec son financement, qui a une relation avec qui passe les portes comme spectateur, qui a une relation avec les médias et tout le reste. Donc comment opérer pour dire ces choses? Et si vous pouvez trouver cet espace, alors d'autres le peuvent aussi. Et cela devient en quelque sorte une partie de cette responsabilité collective que je recherche encore dans le fait de jouer la pièce. Merci à Quentin Tonneau pour la voix française. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est possible de le soutenir via une cagnotte Tipeee. Merci de votre écoute et merci de votre soutien. The second man was Chuchu, a master of romance. He loved the damsel in distress, but not as much as dance.